Et nous avons donc un autre artiste, monsieur Guillaume Le Baudet. Le Baube, tout à fait. Nous nous étions rencontrés à la fête de Radio Courtoisie, à la fête des livres. Vous êtes venu avec votre épouse, crac, monsieur Bodial, voilà ma carte. Une petite documentation. Voilà. Voilà. Et vous m'avez apporté 2 images, effectivement, montrant ce que vous faites. Bon, ça a peut-être changé, vous faites peut-être maintenant autre chose, mais ce que vous m'avez montré, la réflexion d'un hôtel complet, d'un maître-hôtel, oui. C'est assez à Compiègne. Alors il est terminé maintenant. Ça a été terminé cet été, au mois de juillet. Effectivement, c'est un travail il y a eu trois étapes et ça a demandé environ, heures cumulées entre mon épouse et moi-même, 1000 heures de travail environ. Oui. Et puisque c'est un grand maître-autel qui fait à peu près 8 mètres de haut, qui est Napoléon III, et qui n'avait pas subi d'intervention depuis 150 ans, et donc il y a beaucoup de choses qui s'étaient passées depuis. Il avait vu les Prussiens arriver à Compiègne, et puis les 2 guerres mondiales, et puis le temps, les infiltrations d'eau, le salpêtre, etc. Et donc il y avait des parties manquantes, des parties détruites, des fils électriques, des vieux fils en soie, vous savez, qui étaient cloués un peu partout, des éléments divers et variés, on a planté des clous à certains endroits, etc. Donc des sculptures cassées aussi. Et voilà. Donc il a fallu rechercher parfois. Ce qui n'a pas été possible d'ailleurs des archives photographiques. Il n'y en avait pas de suffisamment précises pour retrouver, notamment il y avait c'est un petit peu dans le style de ce que faisait Viollet-le-Duc au fond, vous savez, du château de Pierrefonds à l'intérieur. Oui. Et donc il y a des figures qui sont sculptées en pierre dans la partie basse du maître-autel, et il y avait par exemple des éléments cassés, pas beaucoup, c'est vrai que ils étaient quand même en assez bon état ces figures-là, mais pour les retrouver, il n'y avait finalement pas de sculpture suffisamment, de photos suffisamment précises, donc nous avons dû imaginer ce que ça avait pu être et les refaire. Là, j'ai une petite main notamment que j'ai refaite en plâtre, et après repeinte dans la même carnation de peau que la figure à laquelle elle était attenante. C'est ça. Oui, effectivement, oui. On essaye de reconstituer un petit peu la chose. Donc il manquait des fleurs de lys. C'est ça. Oui. C'est ça. Bon, là, vous avez tout de suite entamé par ce que vous faites, mais... ça, c'était le dernier gros travail. Oui. Alors, en fait, vous êtes peintre. Oui, alors je suis peintre, et mon épouse aussi. De peintre. Issu de famille de peintres, voilà, c'est ça, c'est vrai, je suis tombé dans la marmite étant petit. Donc j'ai eu quelques chocs esthétiques qui m'ont donné le coup de grâce dans l'enfance. Et puis depuis, je sais, très jeune, je voulais être peintre ou écrire, ou être écrivain. Donc il y a une dimension poétique qui m'a jamais lâché. Et puis j'ai eu la chance d'associer métier, travail et passion. Donc il y a bien des moments où je n'ai pas l'impression de travailler. Je me lève heureux et de travailler, tout du moins. Parfois, il y a des moments dans la vie qui sont plus difficiles que d'autres, comme tout un chacun, et je me couche avec regret. Donc c'est que ça. Madame, on ne compte pas ses heures, c'est vrai. Non, ça c'est bien vrai. Donc vous êtes dirigé d'abord vers la peinture, et je crois que c'est votre corps de métier, enfin entre guillemets, c'est votre activité principale. Voilà, c'est ça, c'est-à-dire après j'ai fait des études après le bac, j'étais aux Beaux-Arts, j'ai fait des études où j'ai eu la chance de rencontrer ma femme, et puis donc effectivement j'avais un oncle aussi qui était peintre, et avec lequel dans l'enfance, je partais peindre à l'huile sur le motif déjà, la peinture de paysage. Et je fais court. Mais après, aux Beaux-Arts, j'ai rencontré, outre ma femme aussi, un grand sculpteur qui m'a appris le dessin plus que la sculpture, qui était André Grec. André Grec, c'est un premier Grand Prix de Rome de sculpture en 1933 ou 34. C'est un sculpteur qui était très connu en Algérie, parce qu'il était d'origine française d'Algérie. Et
Il m'a fait rentrer dans une autre dimension. Il n'a pas travaillé à l'Opéra d'Alger. Alors il a, je crois, en tout cas à Alger, il a fait un certain nombre de réalisations. Il avait plusieurs œuvres aux Beaux-Arts d'Alger. La statue de Marcel Cerdan, qui était au stade Marcel Cerdan, je crois, qui était à Alger. Et puis, c'était un sculpteur qui était extrêmement connu en Algérie à l'époque. Et puis il a fait un grand nombre de portraits, enfin de bustes, et je crois le portrait en pied de Monseigneur Affre, je crois aussi. Alors il y a différentes œuvres qui ont été rapatriées, notamment une œuvre de lui qui est à Nice, qui est une urne tenue par une main géante. C'est une œuvre donc de peinture monumentale, de sculpture monumentale, et qui détient de la terre d'Algérie d'ailleurs à l'intérieur dedans. Et donc c'est devenu, donc ce sculpteur, je suis devenu à la fois son disciple un petit peu, je le voyais vraiment très souvent, puis c'est devenu un ami. Puis à force, après, je m'en suis un peu détaché, non pas sur le plan de l'amitié, mais il a fallu aussi que je me détache de son influence. Et voilà. C'est le rôle de tout élève, je crois. Tout à fait. Prendre son style. Sans vouloir tuer le père d'ailleurs, non, c'est pas ça. C'est pas ça, non. Voilà, donc ça c'est une partie du parcours. Et puis après, assez vite avec ma femme, comme nous étions rencontrés, nous avons tout de suite eu d'ailleurs très très vite envie de vivre ensemble. Et donc il fallait gagner sa vie. Elle donnait déjà des cours parce qu'elle a perdu son père assez jeune, des cours de peinture, et nous nous sommes installés tous les deux. Voilà, donc nous avons eu après le parcours d'un couple d'artistes au XXe et XXIe siècle. Voilà, donc amenés à prendre des commandes dès qu'elle se présente à nous, et puis se débrouiller après et apprendre, se former tout le temps en permanence et tout en travaillant. Donc ce qui fait que je pense que nous avons pu acquérir tout un éventail de techniques et de travaux dans des domaines très différents. Et tout de suite après les Beaux-Arts, en fait, j'ai eu la chance aussi d'avoir mon meilleur ami à l'époque, dont la grand-mère était dessinateur de bijoux. Et pendant une petite année, elle m'a appris cette technique. Et partant à la retraite, elle m'a transmis une partie de sa clientèle. Donc j'ai repris ça. Et c'est un travail vraiment très artisanal là aussi. Me tenant au courant de la mode, voilà aussi. Et oui, donc ça mène à beaucoup de domaines différents, mais j'ai toujours voulu rester dans mon axe qui est ma propre peinture, la création libre, etc. Donc il y a vraiment deux domaines qui peuvent se rejoindre parfois, c'est-à-dire la création libre et les commandes qui peuvent surgir et puis qui ne surgissent pas en général toutes seules. C'est-à-dire qu'il faut les faire venir aussi. Donc voilà, c'est ça. Ça c'est vrai. Mais vous me disiez qu'actuellement vous étiez en train de faire un travail pour l'abbaye de Tannouan. Ah oui, pour le centre Saint-Paul, qui est terminé. Et donc justement, il y aura l'inauguration. Ça pourrait être une invitation pour les auditeurs à venir le voir. Et puis le 18 octobre, donc le dimanche 18 octobre à 11h, je crois que la grand-messe est à 11h au centre Saint-Paul. Et c'est un dessus de porte, en fait. Il y a un tympan au-dessus de l'entrée de la chapelle. Et ça sera dans la rue, en fait. C'est un dessus de porte qui sera fixé dans la rue et qui représente, comme le centre Saint-Paul a été dédié au Christ roi, donc ça reprend ce thème d'un Christ bénissant avec des anges de part et d'autre avec des encensoirs, comme c'est un thème qui est assez classique dans l'art chrétien. Et l'abbé Tannouan, donc en fait je lui ai présenté différents croquis, différentes idées, différents thèmes notamment. Donc il y avait ce thème-là, il y avait l'agneau mystique, au moins 5 ou 6 thèmes différents. Et il a choisi ce thème-là, à l'issue de laquelle je présenter une maquette dessinée, puis après à l'échelle, mais en beaucoup plus petit évidemment, et puis après une pochade à l'huile. Donc il souhaitait que ce soit plutôt dans
qu'il n'y ait pas trop de couleurs pour que ce soit à la fois, parce que le dessin est déjà très présent. Et donc, nous avons décidé de le faire plutôt dans le ton pierre, qui rappelle un petit peu la façade. Et à l'issue de cette pochade, après, qui était un peu en fausse pierre, si on veut, hein, et j'ai fait un agrandissement en taille réelle. Donc, c'est un procédé classique, hein, de mise au carreau d'un artiste. Et puis après, j'ai travaillé. Voilà. Donc ça, c'est vraiment une création. Alors ça associe vraiment à la fois la commande et le plaisir aussi d'une création libre, parce que c'est passionnant. C'est à la fois le corps humain, le drapé, un thème classique, mais qui en même temps qui demande, qui est classique par son essence, et puis dans le dessin également, parce qu'il y a tout le travail des drapés. Donc, mais il permet justement une certaine liberté aussi dans le. Oui, c'est vraiment conçu ex nihilo. Enfin, je sais pas une copie ni. Voilà, donc c'est toujours difficile de parler de peinture, évidemment, dans une radio, parce qu'on ne le voit pas. Donc, les Parisiens pourront venir peut-être le voir s'ils veulent, s'ils sont intéressés, une fois qu'il sera posé le 18 octobre. Soit des expositions comme Madame Abré. Oui, bien sûr. Et puis Internet aussi, qui permet de voir les images. Alors, le Centre Saint-Paul, là, maintenant, l'a pris comme emblème. Hein, voilà. Donc, c'est quand vous avez votre sur Internet, la page Facebook, par exemple, et il figure dessus, où je crois que l'abbé de Tanoir maintenant a décidé, et c'est au moins de toutes les semaines, son sermon est diffusé par Internet. Oui. Donc, et l'image apparaît dessus dans un détail, en fait, hein, juste centré sur le Christ. Voilà. D'accord. Et à part ça, si j'ose dire, entre guillemets. À part ça, justement, ayant compris ce parcours, effectivement, nous avons été amenés à faire énormément de choses différentes. Et alors, il y a parfois, évidemment, c'est vrai, sur 35 années, il y a tout un éventail. Donc, il y a deux grands axes. Il y a la peinture libre, la création libre, ce dont je parlais, ce que je peux faire parfois quand je n'ai pas de commande, par exemple, et puis les commandes qui peuvent surgir. Alors, parfois, ça se recoupe un peu. Donc, la peinture. C'est vrai que j'étais très. Quel style avez-vous? C'est figuratif. Oui, alors c'est figuratif. J'essaye de me nourrir, enfin j'essaye pas d'ailleurs, je me nourris de la et je suis absolument passionné par l'art et par l'histoire de l'art, et je me nourris de l'art européen et de toute sa richesse. Et donc j'ai fait énormément de paysages d'après nature. Bon, je parlais de cet oncle tout à l'heure, et là j'ai toute une période qui m'a pas d'ailleurs totalement quitté, qui est une période où j'essaie de saisir sur le vif un instant de vie. Alors c'est peut-être un côté un petit peu impressionniste, hein, sur ce plan-là, et avec l'âge peut-être sur le plan du paysage, que je fais beaucoup de paysages, j'essaye souvent maintenant je reviens un peu plus, j'associe à la fois le travail en plein air et en atelier, ce que je faisais pas tellement avant, ce qui me permet d'avoir des œuvres peut-être un peu plus construites, c'est-à-dire moins saisies, moins prises par l'émotion, mais avec parfois un peu de recul. Voilà, donc c'est ça. Mais ce qui ne m'empêche pas, je fais des allers-retours entre l'atelier et le motif, mais il faut revenir à la même heure, en fait, pour avoir le même type de lumière et à la même saison. Et puis alors, sinon, je fais des portraits, le nu aussi, enfin le corps humain, ce qui m'amène aussi à l'art animalier, des natures mortes, des scènes de genre, voilà, un petit peu de tout, des marines. Oui, des sanguines. Alors ma femme fait beaucoup de sanguines, beaucoup de portraits à la sanguine. Donc alors ça peut être le domaine aussi, c'est souvent le domaine des commandes. Elle a souvent des commandes de portraits. Moi parfois je peux en faire un peu aussi, à peinture à l'huile par exemple. Ça vous est arrivé aussi qu'on nous commande des portraits d'animaux. Je parlais d'art animalier, des chiens, chevaux, ânes. Moi, j'ai bien aimé, en regardant sur Internet, j'ai bien aimé le corbeau et le renard. Oui, alors ça c'est la partie illustration, effectivement. Oui. J'ai illustré quelques livres. Et j'ai d'ailleurs des comptes, je devrais presque faire un appel à éditeurs, parce que j'ai fait toute une série de comptes qui n'ont pas, pour un éditeur qui a fait faillite juste avant,
de les éditer. Je trouve ça un peu dommage. Effectivement, il y avait au départ les Fables de La Fontaine aussi. Ça, en fait, j'aimerais énormément illustrer j'ai commencé à illustrer les Fables de La Fontaine. J'aimerais énormément illustrer. Il y a des livres comme ça qui me tentent énormément, comme le roman de Renard aussi. Oui, donc ça, c'est la partie illustration, effectivement. Illustration de livres ou dans des revues. Pour jeunesse, pour enfants, est-ce que vous en faites j'ai fait un livre sur les Pyrénées, donc d'illustration, il y a à peu près 200 aquarelles dessus, qui est plutôt destiné aux enfants. Bon, ça peut être aussi un peu les adultes qui aiment les aquarelles, mais le texte est plutôt destiné aux enfants, mais enfin aux grands enfants, enfin des enfants un peu avant l'adolescence, ou même d'adolescence, des jeunes adolescents. Donc ça, c'est un livre que c'est pareil, vous savez, vous connaissez l'édition, au bout d'un moment j'ai racheté en fait une partie des réserves de l'éditeur, donc maintenant je le vends directement. Sinon je fais des illustrations parce que je suis un petit peu éditeur aussi moi-même, c'est-à-dire je oui. C'est-à-dire que je fais des illustrations pour des cartes postales, des cartes de vœux, donc j'ai des points de vente et je les vends également directement. Enfin, j'ai tout un travail de démarchage auprès de mairie ou d'entreprise pour la période des vœux. J'ai beaucoup fait ça, en leur proposant un service où j'insérais un texte à l'intérieur, ou même des logos, des choses comme ça, et puis je fournis tout en fait, les cartes. Donc c'est des cartes que je veux un petit peu luxueuses, avec de belles enveloppes, une belle feuille à l'intérieur pour écrire. Et un beau dessin. Et donc, si on l'apprécie. et puis des affiches. Voilà. Alors, je les vends maintenant un peu par internet. Je vends des affiches aussi sur. J'ai fait un grand plan de Paris, un peu comme les cartes illustrées. Avec la faune, la flore, un petit peu comme les portulans du XVIe siècle, vous savez. Tout à fait. Voilà. Et donc, il y a un travail, aussi tout un travail de démarchage, un travail commercial, en fait, qui est pas inintéressant. Dans toutes ces activités, est-ce que la peinture domine toujours quand même? C'est toujours votre axe de travail principal? Oui. Alors c'est ça. J'essaye de tout le temps me recentrer sur ma propre peinture. En fait, il y a des idées qui surgissent très souvent, et il y a... Alors c'est peut-être ce qu'on appelle l'inspiration, je ne sais pas, mais finalement on ne dispose pas suffisamment de temps pour toutes les réaliser, ces idées-là. Oui. Donc j'ai toujours en tête certains tableaux que je voudrais faire, et quand le temps me le permet, je m'y attelle. Votre domaine, par exemple, dans la restauration ou dans la réparation, je ne sais pas comment... Oui, il y a les deux. Je ne suis pas restaurateur proprement dit, c'est pas ma spécialité. Exactement, c'est pas votre... Mais disons que ça va être plus la base que je fais. Alors je sais aussi restaurer des tableaux, surtout des interventions relativement simples, mais c'est vrai que maintenant c'est devenu des métiers extrêmement spécialisés et qui demandent parfois un matériel très performant. Et donc ce que je fais, c'est des interventions qui sont parfois assez simples, ça peut être des nettoyages, des choses comme ça, mais sinon disons que mon domaine de prédilection sera plus la réfection d'œuvres d'art, de parties manquantes, donc je m'imprègne du style manquant. Alors à ce moment-là, la personnalité que ce soit ma femme ou moi-même, ça à la limite, elle disparaît totalement. Et là, dans ce genre de choses, on peut travailler à deux, mais effectivement, même quand il y en a un qui fait une partie, je vois par exemple le maître-autel de Saint-Antoine, il y avait une grande frise avec des chardons tout autour qui était très abîmée. Bon, il y en a qu'un de nous deux qui se met sur le même élément, parce que la même main partout, par exemple. Mais sinon, c'est dans l'ensemble de l'œuvre. Dans ce cas-là, on peut travailler ensemble, puisque le but est que la personnalité s'efface justement par rapport à Donc voilà, il y a eu des choses. Ça m'est arrivé, il y a eu des histoires assez parfois qui sont amusantes, mais enfin c'est un côté drôle, tout en étant tragique, parce que une fois on m'avait porté un pastel à restaurer qui venait d'une propriété des Ardennes qui a été détruite pendant la guerre de 14. Alors, dans les débris, les gens n'ont pu ressortir que les photos de ces pastels qui avaient été déchiquetés par les obus. Et dans les années 30, un peintre leur avait fait, d'après ces pastels, des copies, en fait, d'après des photos en noir et blanc.
Et arrive la Deuxième Guerre mondiale et la contre-offensive des Ardennes de l'armée allemande qui a encore ravagé cette pauvre maison. Et là, les pastels ont été à peu près intacts. Ils ont pris des éclats d'obus, mais qui ont fait des gros trous dedans. Et donc là, je les ai refaits, non pas, enfin, j'ai repris le support, j'ai bouché les trous, j'ai repris les supports de ces pastels, et ayant le document de la photo que m'avaient redonné les propriétaires, j'ai retrouvé l'aspect, je pense, plus original même que la peinture qui était dans les années 30. Et une femme de ménage est passée derrière, avant que ce soit encadré, a tout repassé au plumeau. Donc il y a eu une troisième intervention du coup qui a dû être faite. Mais les dégâts ont été moindres que l'armée allemande quand même. Le propriétaire de ces œuvres-là, oui, effectivement. Donc il y a parfois on rencontre des... Je rappelle aux auditeurs qu'ils écoutent Radio Courtoisie, le libre journal des artisans, dirigé par Rémi Bonnevial, qui reçoit dans cette première partie, donc, qui a reçu Véronique Abègre, artiste peintre, et maintenant Guillaume Le Baube, L-E, plus loin B-A-U-B-E. Excusez-moi, parce que quelquefois on ne comprend pas toujours très bien. Voilà, qui est peintre, aquarelliste, illustrateur, dessinateur, artiste peintre. Voilà, ça veut tout dire. Artiste peintre, absolument. Exactement. D'accord. Ben, écoutez, je trouve ça extraordinaire, c'est cette capacité à pouvoir aller d'un sujet à un autre et de pouvoir aussi s'effacer. Moi, je trouve la restauration, c'est assez extraordinaire, s'effacer et je dis mettre l'œuvre en premier. Oui, ça c'est intéressant. Ce que vous dites, en fait, ça soulève deux choses. C'est-à-dire, à mon avis, la première, c'est que déjà la base de tout ça, et la clé, c'est le dessin, en fait. Oui. Hein. Et quand on a retrouvé le donc, dessin. c'est vrai que le dessin, ça demande aussi une pratique permanente, mais il y a un moment où on franchit certains paliers, certaines étapes, et qui permettent d'ouvrir un éventail de techniques et de possibilités. Et puis, personnellement, la façon avec laquelle je vois les choses, je sais que ma femme c'est pareil, c'est que le style, en fait, pour moi, je ne cherche pas à avoir un style. C'est-à-dire que pour moi, le style, c'est la personnalité de l'artiste, et ça doit ressortir malgré soi, en fin de compte. Hein. Oui. Et sinon, je crois que si on va chercher un style, on est faux en quelque sorte. Oui. Et après, je crois que c'est particulier au XXe siècle d'avoir voulu chercher, c'est l'époque après Freud peut-être, de la psychologie, etc., de l'individualisme, et chacun veut de l'individualisme surtout. Et puis bon, il y a eu la psychologie qui a quand même marqué les esprits, hein, la découverte de la psychologie, bien qu'avant on avait conscience aussi, mais la personnalité des artistes au XVIIe siècle était quand même plus effacée. Bon, si on prend certains artistes comme Poussin, etc., des artistes classiques mettaient pas en avant leur personnalité à tout prix ou leur style avant tout. Finalement, c'était le sens de l'œuvre qui comptait davantage. Oui, mais l'œuvre a donné le style, en fait. Et l'œuvre a donné le style, mais à la limite presque malgré l'artiste. Oui, c'est vrai que c'est comme ça que je vois les choses. Donc c'est vrai que pour une réflexion d'œuvre d'art, ce serait absurde et même la trahir que d'essayer de mettre son style en avant. Oui, tout à fait. Je sais pas. Enfin, il faudra que j'en parle avec Monsieur Andrieux, notre maître verrier. J'ai été visiter pendant les vacances l'abbaye de Conques, la magnifique abbaye de Conques. Bon, il y a les vitraux de Soulages qui ont été mis. Ah oui. Soulages est sûrement une grande personne, un grand artiste, mais je trouve que cette juxtaposition de ce mode de vitrail par rapport à l'édifice, ça tombe totalement. Oui, enfin bon, je n'ai pas vu, je n'ai pas vu ces vitraux de Soulages, mais je crois que Soulages, ce qu'il fait, c'est surtout du noir, donc pour des vitraux, je ne sais pas si c'est bandes grises et c'est ça. Ouais, donc ça donne de la lumière, c'est-à-dire à mon avis, ça trahit un peu l'esprit du vitrail du Moyen Âge, qui fait entrer la lumière et la couleur dans l'édifice. C'est comme un joyau en fin de compte, et c'est comme l'église est un écrin, et la lumière qui est incolore et passe à travers le vitrail et devient couleur. Donc c'est une transformation qui est symbolique, et c'est effectivement... Oui, dans l'absolu, je préfère pratiquement Notre-Dame de Ronchamp avec ce côté moderne, mais ces vitraux de couleurs qui donnent, selon l'exposition du soleil, des couleurs différentes, plutôt que ce vitrail
gris, blanc, bon. Enfin, ça c'est une appréciation personnelle que je n'ai peut-être pas. Je trouve qu'un peintre qui a fait du noir toute sa vie, effectivement, ça il est resté dans le noir. Voilà. Mais y a-t-il une adresse ou un numéro de téléphone où on peut vous joindre ? C'est fortement recommandé. Fortement recommandé, exactement. Eh bien, le numéro de téléphone, le plus simple, c'est peut-être le portable parce que j'ai toujours en poche et comme je suis souvent en vadrouille. Moi, je ne l'ai pas. Alors c'est 06 18 97 10 55. 06 18 97 10 55. Et le 35, Georges Clément. Alors ça n'existe plus. Nous venons de déménager pour nous installer dans la campagne profonde, mais avec un pied-à-terre, un atelier tout près de Paris, à Montreuil, mais à 400 mètres de Paris. Donc, ce qu'il y a ce qu'il y avait avant, c'est-à-dire avant nous étions installés à Senlis, nous avons fait plus de 30 ans de notre vie là-bas. Et on fait un changement de vie, on s'installe dans la campagne profonde avec un atelier aussi, mais c'est vrai que je suis très très souvent à Paris, quoi. Je suis et en région parisienne, donc c'est mon poste de commandement, voilà, c'est un peu ça. Donc le numéro de téléphone voilà, c'est plus le portable, c'est ce qu'il y a de plus simple parce que j'ai toujours 97 10 55. Vous pouvez le répéter parce qu'au début j'ai pas entendu. 06 18 97 10 55. Voilà, ou internet guillaume@lebaube.com. Voilà, exactement. Guillaume @lebaube LEBAUBE LEBAUBE.com. Voilà, .com. Très bien, Monsieur Lebaube, mais un grand merci de vous être déplacé de votre... C'est moi qui... non, j'étais déjà à Paris, mais je me serai déplacé de toute façon. C'est moi qui vous remercie. Vous serez là, disons, à l'inauguration de ce tableau. Sans aucun doute. Sans aucun doute, évidemment. Et déjà, il faut que je l'installe, parce qu'il est encore dans mon atelier. Donc, les auditeurs savent... C'est quand, vous me dites le 18 octobre. Le 18 octobre à 11h. Très bien. Ou peut-être après la messe, je ne sais pas. À 11h, il y a la grand-messe. Si la foule déborde dans la rue, on saura pourquoi. Voilà, ça sera la messe dans la rue. Un grand merci beaucoup de toutes ces explications et puis de ce parcours qui est vraiment très, très original. Et puis en plus de ça, vous touchez à beaucoup de choses. C'est moi qui vous remercie. Et bonjour à votre épouse aussi. Je n'y manquerai pas, merci.